c'est avec plaisir. Je vais vous lire, non pas parce que j'aime lire, mais parce que je pense que sinon je vais digresser. Et en digressant, je vais dépasser le temps qui m'est sévèrement alloué sur donc le titre et la notion de gnoséologie romanesque. Mais je voudrais d'abord parcourir ou conjecturer sur la question de la genèse et de la fonction historique même du genre roman et celle de la raison d'être de la fiction réaliste dans l'imaginaire de notre civilisation. Autrement dit, je vous propose de faire un travelling arrière considérable. Fiction réaliste est une chose paradoxale, c'est une imagination qui ne se déploie que pour ressembler du mieux possible à la banalité du monde empirique et des récits sans art que les hommes ordinaires en font. Le roman qu'on peut appeler classique, dont je vais parler aujourd'hui, de Lothario de Tormes à Jane Eyre et Madame Bovary, Manette Salomon, Thérèse Raquin, Jean Santeuil, ce sont des listes d'état civil. Ce roman est de la biographie fiction. Ce qu'il raconte, ce n'est pas un épisode microsocial à valeur d'exemplum, comme le fait la nouvelle, ni un conflit dramatique isolé ou une crise tragique, mais la séquence contingente des événements, des heures et des malheurs d'une vie, affrontée à la cohérence problématique d'un état, d'une condition sociale, d'un caractère, et à l'intentionnalité d'un mandat, d'une vocation, c'est-à-dire de la poursuite démonique d'un absolu privé et subjectif. C'est la définition mystérieuse que donne Georg Lukács dans la théorie des romans du roman. Le roman est le récit ironique d'une quête démonique de valeurs authentiques menée par un héros problématique dans une société dégradée. Il y a beaucoup de hic, mais je vais quand même y revenir. Donc, il me semble que le roman s'approprie en fiction la vie des humains dépourvus de naissance, de puissance, d'illustration et d'exemplarité, uniquement parce que dans le réel, cette vie doit s'oublier dans tout ce qui en fait la singularité et les intensités, à la trace près, dérisoirement conventionnelle, d'un nom et d'une épitaphe sur une tombe. Autrement dit, je fais du roman un placebo contre l'oubli, c'est-à-dire un remède lui-même imaginaire. Comme vous le savez, à la fin de Madame Bovary, justement, M. Homais, à la demande du pauvre Bovary éploré, se met à conjecturer ce qu'il va écrire de malin ou de stupide sur la tombe d'Emma, et il choisit finalement la formule Staviator amabilem conjugem calcas, qui donc, arrête-toi voyageur, tu foules les cendres d'une très aimable épouse, ce qui évidemment est ironique et peut s'entendre de plusieurs manières. Emma Bovary était éternisée dans le marbre comme une parfaitement aimable épouse, et Flaubert, par une juste intuition de la mémoire du genre romanesque, n'a pas omis de développer cet épisode posthume de l'épitaphe latine, imitée de l'Antiquité et mensongère et dérisoire. Il y a une compte page, on pourrait faire la liste, vous pensez le nombre de romans modernes du XIXe siècle, notamment, qui transcrivent en épilogue l'épitaphe de leur héros. Ainsi, dans la rôtisserie de la reine Pédoc d'Anatole France, excellent latiniste, Hic iacet in spe beatae eternitatis dominus. Ici gît dans l'espoir de l'éternité bienheureuse, Messire Jérôme Cognard, prêtre, autrefois professeur d'éloquence très éloquent, au collège in bello facensis, au collège de Belley. Aussi mensongère, évidemment. Mais c'est ça qui sont les inscriptions tumulaires. Ce que je voudrais donc dire quelques mots sur l'idée de mémoire. La mémoire des peuples et des sociétés est, comme nous le savons, une très mince pellicule de souvenances légitimées et même de simulacres commémoratifs, sinon même, au sens de Freud, de souvenirs écrans, qui servent à dissimuler l'immense abîme de l'oubli routinier de millions de vies anonymes, même de ceux des gens qui avaient quelque notoriété de leur vivant et qui sont au cimetière du Mont-Royal en attendant que la postérité perpétue leur passage ici-bas. Et si donc le roman peut apparaître dans son usage social comme un pharmacon, c'est-à-dire, comme disait Derrida, reprenons Hérodote, je crois, un placebo pour nous, lecteurs, parce que nous, lecteurs, qu'on appelle modernes, croyons nous souvenir de Lothario de Tormes ou d'Emma Bovary,
parce que notre culture n'a aucun souvenir, ni ne doit avoir aucun souvenir d'aucun picaro espagnol réel, si je puis dire, et d'aucune petite bourgeoise française mal mariée du département de la Seine-Inférieure sous le règne de Louis-Philippe. Et donc, les succès ont du reste naguère, et je vais y arriver en sortant constamment de la fiction vers autre chose, les succès naguère, il y a 30 ou 40 ans, de ce qu'on appelait la nouvelle histoire, consistait à transcender dans l'historiographie, l'histoire traditionnelle, l'histoire traitée, l'histoire bataille, pour dire notamment le quotidien des gens de peu. C'est un petit bouquin de Sanzo, les gens de peu. Les vécus obscurs ordinaires, vous pensez au grand bouquin superbe de Oscar Lewis, La Vida, ou The Children of Sanchez. Et donc, je dirais ceci maintenant, de la Fario de Tormes, j'en parler dans une minute, à Jonathan Wild de Fielding, et au Gil Blas de Le Sage, et tous les autres, la première époque du roman, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, signale son caractère de pastiche et de parodie, de manière emphatiquement explicite, comme une dégradation ironique et comique du modèle narratif biographique grave de Plutarque et de ses imitateurs. Car il faut rappeler que le mot biographia, biographos, est un mot philosophique dans l'Antiquité grecque et que la biographie est un genre de l'activité philosophique, mais bien sûr la biographie que vous racontez est celle des grands capitaines, des princes, des sages, etc. Ce n'est justement pas celle des robots comme Lazario de Tormes. Bien. Et donc ce genre historiographie qui avait une place peut-être, si vous pensez, disons, de Montaigne aux encyclopédistes, l'auteur qui a été le plus lu par tous ces gens de 3 siècles, c'est Plutarque. Il lisait Plutarque, il le connaissait par cœur, etc. Il lisait les bioi parallèles, les vies parallèles des hommes illustres grecs et romains. Et donc je dirais que le roman, la littérature romanesque, avec toutes ses comédies humaines, est le pastiche et la parodie d'un Plutarque fou qui se serait voué à l'inépuisable tâche d'une commémoration exhaustive des destinées peu illustres, ou même basses et méprisables. Elle est un remède impossible, donc, dans la fiction, un remède à l'oubli fatal qui sera notre lot, comme celui de tous nos prédécesseurs sur cette terre. Le roman est fictivement réaliste, il est réaliste parce que fictif, parce qu'il n'y a pas dans le réel social de place pour la mémoire durable des individus. Le héros de roman, Don Quichotte qui se prend pour Amadis de Gaulle ou Julien Sorel qui se prend pour Napoléon, est un personnage de Plutarque in petto, égaré dans un monde totalement indifférent à sa destinée, un monde qui ne le reconnaîtra pas pour un héros, ni pour un grand capitaine, ni pour un sage. Autrement dit, c'est mon idée aussi, la thèse suivante qui découle, le roman ne peut se penser que dans l'économie du discours social tout entier. Il y a eu certainement jadis, c'est-à-dire au XIXe, mais dans une partie du XXe siècle, un grand roman réaliste. Je vais essayer de montrer comment ce que je vois comme mutation actuelle confirme mes thèses. Un grand roman réaliste qui a compris la position de genre dominant des lettres, dans la mesure où la société, et nommément celle du XIXe siècle, était, et c'est ça par là qu'il faut partir, pleine de récits non-romans. C'est-à-dire de récits qui présentaient ces deux caractères qu'on attribue généralement au roman, le typique et le vraisemblable, et au contraire, le typique et le vraisemblable appartiennent au non-fictionnel et sont pastichés par le roman, production entraînée par le développement de la chose imprimée, prolifération, développement qui correspond, évidemment, c'est une concomitance à la Révolution française, prolifération de chroniques de journaux, le premier journal, le journal des débats, le premier quotidien français, est lancé sous le directoire, de revues de mémoires authentiques et apocryphes. On peut dire que les conventionnels, par exemple, ont laissé plus de 300 volumes de mémoires, dont beaucoup sont en fait apocryphes. En réalité, ce sont des travaux de librairie des années 1820, 1830, etc. Et donc les gens de 1830 sont des gens qui ont beaucoup plus lu avec le typique et le vraisemblable romanesque. Ils ont beaucoup plus lu les mémoires des hommes de la Révolution et de l'Empire
qu'ils n'ont lu en fait les romans de Frédéric Soulier, de Gensu et bientôt de Balzac. J'arrive à ma deuxième idée. J'ai développé jadis la notion de gnoséologie romanesque dans un article qui a été souvent cité, qui s'appelait Rhétorique du discours social, qui est paru dans Langue française en 1988. J'y posais ceci, je n'ai pas regardé l'heure, hein, mais je m'arrêterai quand vous me direz. Vous me direz de m'arrêter? D'accord. J'y posais qu'il opère dans tout le discours social au XIXe siècle une gnoséologie narrative réaliste qui, loin d'être le propre du roman, s'est réalisée dans le roman avec son statut ambigu de fiction imaginative et artistique, comme elle se réalisait aussi et de façon logiquement antérieure dans le réquisitoire de l'avocat général. Hein. Pensez au réquisitoire de l'avocat général de Champmathieu dans Les Misérables, qui est justement un pastiche de réquisitoire imitant les romans des années 1830. Et dans la leçon clinique du médecin, je fais tout un travail sur, et je vous en donnerai 2-3 exemples, sur les leçons de clinique du docteur Charcot à la Salpêtrière, un étudiant qui transcrivait en notes ce que Charcot racontait sur les hystériques, onanistes, fous furieux, etc., qu'il extrayait de la Salpêtrière et qu'il présentait dans sa salle de cours. Donc j'ai étudié largement, par des exemples très divers et hétérogènes, pour l'année 1889, le grand drame réel de l'année, c'est le drame de Meerling, dans lequel Rodolphe de Habsbourg, qui est quand même héritier de la monarchie impériale et royale, comme dit M. de Norpois, se flingue sa maîtresse mineure de 15 ans, Marie von Wetzera, dans un rendez-vous de chasse près de Vienne. C'est quand même ce qu'ils appellent un gros événement. Donc, jusqu'à la chronique politique, aux travaux de criminologie de l'école de Lombroso, qui sont pleins de mini-romans, évidemment, cette complétude dramatique comme manifestation d'un caractère et d'un type humain prend évidemment des formes et des applications très diverses, mais dans un cadre cognitif que je considère comme constant. Alors je vous donne un exemple en passant, sinon j'arriverai, j'ai 10 pages, mais je suis à la page 4. J'ai étudié les leçons du mardi du docteur Charcot à la Salpêtrière, non pas inventeur, mais réinventeur, modernisateur de la nosographie de l'hystérie. Charcot, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « je n'ai qu'à laisser parler les faits ». C'est déjà, à la fois, c'est un truc romanesque. Laisser parler les faits, et il se livre méditativement, à la manière du romancier qui fait des apartés, à des commentaires au profit de ses internes sur l'éternel féminin, les dégénérescences, les tares, les atavismes, les destinées, c'est-à-dire qu'il fait précisément ce qu'on appellerait des apartés littéraires, et l'homme de haute culture qui était Charcot bourre ses commentaires de citations aussi, de Sophocle à Alphonse Daudet, qui était son ami, en attendant son petit élève dans un coin avec un accent autrichien, Sigmund Freud, n'est-ce pas, qui est là en 1889, venu assister à son cours. Alors, voilà, l'œil du médecin romanesque présente le malade et dit il a en effet, vous le voyez messieurs, l'air abruti, stupide, renfrogné, féroce même, ou bien à la visite, nous nous trouvons, messieurs, devant une jeune femme grande et forte, blonde, membres bien développés, réalisant le type flamand. Etc. Et de temps en temps, Charcot, ça c'est cette arrogance médicale du siècle, hein, Charcot, quand il ne veut pas être compris du malheureux patient, passe au latin, et je dirais, messieurs, exitus letalis properatus. C'est-à-dire fin rapide, fin létal et rapide. Bon. Ok. Alors, père inconnu, ceci est déjà quelque chose, car il n'est pas moralement tout à fait normal d'abandonner un enfant dont on est le père. Et donc, je dirais, Charcot sait que d'une certaine manière, il fait du roman, mais il le fait en tant qu'il accomplit son devoir de médecin enseignant, au point qu'il use volontiers de ficelles rhétoriques qui sont celles du feuilletoniste. Voilà qui est bien, direz-vous, messieurs, le tableau promet d'être piquant. Ok. Je passe au docteur Rose, spécialiste de la prostitution, et j'arrive au travail que j'ai fait en collaboration avec Nadia Khoury, ma femme, sur la paléontologie humaine.
science émergente qui fascine au tournant du 19e et du 20e siècle, le préhistorien, dirais-je, compose un roman préhistorique dont les romans de Rosny, comme La Guerre du Feu, ne sont que l'avatar ironisé. Il compose un roman préhistorique et je ne citerai qu'un passage parce que c'est un exemple vraiment romanesque dans la mesure où l'enchaînement vraisemblable et le télescopage temporel sur des millénaires se passent du commentaire. Voici le docteur Long. Dès que le feu fut la propriété de l'homme, les conditions de son existence furent considérablement changées. Aux racines, aux rares et âcres fruits de la terre, il joignit pour son alimentation de la chair qu'il attendrit par la cuisson. De plus, le feu fut employé à combattre les rigueurs des hivers et la réunion habituelle autour du feu contribua puissamment à constituer la famille. Ce récit, quel qu'il soit, consiste à transposer dans une phrase romanesque un phénomène que l'on considère aujourd'hui étalé sur 200 ou 300 000 ans. Bien, donc je me rapportais notamment, c'est un point auquel je vais arriver, puisque vous savez, je viens de faire un livre sur les portraits de Robespierre, c'est-à-dire justement des portraits en principe réalistes, notamment qui commencent par ceux qui l'ont vu, hein, et continuent avec les historiens, ce qui ne les empêche pas qu'ils ne l'ont pas vu, parce que Michelet et Lamartine étaient en culotte courte quand Robespierre a été guillotiné. Et donc, je pense à ce que Yuri Tinianov, traduit par Todorov, jadis s'appelait Priom Maschi, le procédé du masque. Il appelle ça l'élaboration de motifs concrets, apparemment liés à l'aléatoire des circonstances narrées au début du récit, mais laissant subtilement deviner la psyché des personnages par des informations du romancier qui touchent à ce que dans le visage qu'on prête au personnage, dans ses apparences physiques, ses gestes, ses tics, dans ses comportements, on peut apprendre et anticiper du type humain auquel ils appartiennent. L'axiome du procédé du masque est, dit Tinianov, la co-intelligibilité qui est posée des traits visibles, caractère physique, physionomie, et des traits cachés, c'est-à-dire le tempérament, l'âme, l'essence psychologique du type. Et c'est précisément en quoi le portrait décrit, donné à déchiffrer, est un procédé indivis au mémorialiste hors fiction et au romancier, comme j'essaye de le montrer dans mon dernier livre, Robespierre et l'art du portrait. C'est en effet un objet en indivision que le portrait écrit, c'est-à-dire la description verbale et textuelle des traits du visage et de l'habitus corporis, qui avant d'être une notion de Bourdieu est une notion de Thomas d'Aquin, des personnages réels. Et notamment parce que le XVIIIe siècle est complètement infusé d'une science qui est tenue pour très sérieuse, qui est la physiognomonie de l'avatar, et qui ne va subsister que dans les souvenirs de Balzac et de George Sand, c'est-à-dire qu'elle va devenir en effet une pseudo-science littéraire. L'avatar décrit sa science comme ça. La physiognomonie est la science, la connaissance du rapport qui lie l'extérieur à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre d'invisible. Songez à ce que ça a de balzacien dans une acception étroite. On entend par physionomie l'air, les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits du visage et de leur signification. À la science de la physiognomonie se surajoutait tout de suite une herméneutique séculaire connexe, qui est celle de l'illusion biographique. L'illusion biographique, c'est-à-dire l'idée qu'une destinée peut être lue sur la tête de gens, et particulièrement que, et indubitablement, quand je prends l'autobus, on constate que j'ai la tête de l'emploi. J'étais dans un autobus au Brésil, le type me demande « Vous êtes professeur ?» Et là, on voit très bien que c'est quelque chose d'intercontinental. Et donc, la tête de l'emploi, comme vous le savez, c'est un autre vocabulaire non littéraire, c'est un vocabulaire en jargon du théâtre. Car il en fait des emplois, jeune premier, coquette, barbon, etc. Une série d'emplois, et vous pouvez le jouer au naturel, vous pourrez jouer le barbon au naturel. Si vous êtes un jeune comédien, vous vous grimez pour le jouer par composition.
Voilà. La tête de l'emploi, c'est l'idée de se donner un rôle ici-bas et de le jouer. C'est-à-dire l'idée que en tout état de société, il y a une série de motivations convergentes qui présentent aux humains la possibilité d'un rôle à prendre. Et d'un rôle à prendre, pour ça, il faut se faire la tête de l'emploi. Je ne vous ai pas apporté, mais j'ai travaillé sur la tête de Jules Guesde, l'introducteur du marxisme en France, le propriétaire du marxisme dans les années 1880. Évidemment, aujourd'hui, il n'aurait pas une voix, ce qui prouve justement l'historicité du phénomène. Jules Guesde a une barbe énorme, des vésicles, etc. Le moment vient dans le cours de la vie, écrit chez Chéchav Miloche, où l'être humain qui joue un rôle finit par s'adapter à lui. Alors, le 19e siècle, dirais-je, je saute des tas de trucs, a eu l'idée du roman comme d'une encyclopédie. L'encyclopédie des situations humaines, des types humains, le recueil fictif cumulatif des documents vécus. Il n'y a pas des romans littéraires d'une part, et puis des publicistes, des mémorialistes, des historiens qui décrivent et qui narrent. Il y a un grand roman, partie chronique, donnée pour typique et vraisemblable, partie fiction, à quoi tout le monde a contribué, de Stendhal à Zola et au plus infime des journalistes. Le chroniqueur, le journaliste judiciaire, notamment, encore un truc que j'ai un peu étudié, le disent, chaque affaire nouvelle va être, chaque affaire, le meurtre campagnard, le meurtre rural, avec il y en a plein dans Zola, parce que Zola est un lecteur de journaux, essentiellement. Et tous les trucs de Zola sont du journal. Madame Bovary, non, hein. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau, on est dans la conversation entre hommes. Les dames restent dans la salle à manger, les messieurs se retirent au fumoir et justement parlent des femmes. Et ils se mettent à raconter des trucs, dites-moi docteur, cette dame qui s'est suicidée, etc. Racontez-moi l'histoire. Bien. Alors, quand je lis dans un journal, voici, dit le journaliste, une affaire de fratricide qui est un document nouveau ajouté à tous ceux qu'on possède déjà sur le mœurs et la vie des paysans. On n'est pas dans un roman, c'est un journaliste qui est en train de vous raconter une affaire réelle. Alors, je saute plein de machins, plein, pour arriver à ce que je vois comme aujourd'hui. La manière dont j'entrerai là-dedans aujourd'hui, c'est que j'ai repéré dans les 5 dernières années 5 romans à succès très différents qui mettent en scène Robespierre. Et je me poserai simplement la question, vous pouvez mettre Robespierre, un autre mettra en scène Roland Barthes, dans la 7e fonction du langage, de Laurent Binet, ou Eva Perron, etc. Mais ça me paraît une question toute bête, qui est qu'est-ce que c'est que ces personnages dits historiques, à différents degrés, qui se mettent à remplir le roman. Je dirais en effet que le roman au XXe siècle avait continué avec des crises et des rejets, ère du soupçon, nouveau roman, fin du personnage, enfin, il continuait encore un peu le train-train Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Proust. Bien. Et puis tout d'un coup, Robespierre, je suis sûr que vous avez lu Temps glaciaire de, comment s'appelle-t-elle, la bonne femme, de Fred Vargas, Temps glaciaire dans lequel Robespierre remet en Islande. Et la vraie question, c'est pourquoi pas? Car en 2017, on ne peut plus se dire, on n'est plus dans le roman historique de Walter Scott, c'est pas du tout ça. C'est qu'est-ce que Robespierre fout à Reykjavik? Mais vous n'en aurez pas de réponse. Avec ou sans la tête? Hein? Avec ou sans la tête? Avec toute sa tête, avec sa tête, c'est une bande de psychopathes islandais qui refont les scènes de la Convention. Bon, enfin, peu importe, ça m'a important, je dirais. La vraie question, c'est il n'est plus possible d'inventer aujourd'hui des Julien Sorel et des Emma Bovary. Et donc, le contraste s'est totalement estompé en retournant au passé entre le fictif, le conjectural et le supposé réel. Post-vérité, on peut le dire, avec Donald Trump, mais assurément qu'il fera des tas de romans. Mais on peut dire aussi post-fiction. Alors,
oui, la 7e fonction du langage, j'en disais quelques mots. Je dirais que c'est le retour à l'origine du roman, en tant qu'il était à l'origine, et tous les genres littéraires qui apparaissent sont des pastiches de genres autres. Le roman a été à l'origine le pastiche du biographique vrai de Plutarque. Substituer à Caton d'Utique un Lazarillo de Tormes, c'était substituer à la vérité civique et au mérite reconnu par la postérité l'impossible vraisemblance romanesque, c'est-à-dire transposer d'une manière burlesque les procédés philosophiques de narration de la vie illustre et édifiante du sage, de l'homme politique, qui jouait un rôle historique, justement, à la vie obscure, misérable et peu édifiante du vagabond, du picarro. Notre collègue de jadis à Montréal, Antonio Gómez Moriana, a développé cette thèse qui est absolument décisive. On dit souvent dans la littérature espagnole que Lazarillo de Tormes est le premier roman, juste avant Cervantes, mais c'est quoi? Et il démontre hors de tout doute que Lazarillo de Tormes est le pastiche d'un rapport de confession extorqué par l'Inquisition. Le roman commence par « Vous me demandez, votre seigneurie, de vous donner la liste de mes complices ». Enfin, c'est littéralement ça. Donc le type a été plus ou moins torturé. En tout cas, il avoue ses crimes. Et pourquoi? Mais parce que dans cette antiquité, si on peut dire, de la Renaissance, seuls deux sortes d'humains laissent des traces écrites. Les grands de ce monde, qui sont recensés dans le Libro de los Claros Varones de Castilla, qui imitait Plutarque, et bien entendu les misérables qui ont attiré l'attention des polices féodales ou cléricales et qui vont laisser des dossiers avec eux. Donc de ce point de vue-là, le pays le plus romanesque du XXe siècle est l'Allemagne de l'Est, parce qu'on a pratiquement des dossiers sur tout le monde, un travail littéraire formidable, toutes les épouses ayant dénoncé leurs maris, les maris les épouses, les pères leurs enfants et vice-versa. Bien, alors je dirais qu'en resubstituant de nos jours des noms dits historiques aux noms fictionnels, la littérature narrative du XXe siècle revient à ses origines, mais elle demeure un supplément du discours social et son moment est un après-coup. Ce que je veux dire, c'est un truc bête comme chou encore, qui est la littérature vient, logiquement, je veux dire, elle est simultanée évidemment, mais elle vient quand tous les autres discours ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et ils ont dit des choses qui tenaient pour intéressantes, vraies, valides, etc. Eh bien, après, on peut revenir raconter des trucs, parce qu'en effet, nous le savons, c'est tous les travaux d'historiographie depuis 2 générations, il n'y a pas un seul récit du 9 et 10 Thermidor qui ressemble à un autre. Et ils se contredisent, non pas sur le détail, mais ils se contredisent en tout, et dans tous les détails. Et donc, oui, Claude Duchet avait dit, en parlant de Bouvard et Pécuchet, on peut vraiment penser l'histoire qu'à travers l'imaginaire. De quoi je tire que les multiples discours publics et savants qui ont cherché à penser l'histoire comme une positivité narrable et intelligible, comme une source d'enseignement et d'exemples moraux dans l'Antiquité, comme un déploiement téléologique, etc., ne parviennent pas vraiment à la penser. La fiction qui la pense, ou plutôt qui la non-pense, comme un brouhaha de prise de parole, d'explications exclusives et spécieuses, et comme une obscure ironie ultime, a raison, à sa manière. Il y a une raison fictionnelle littéraire qui vient occuper le trône de la pensée après la défaite de la raison civique et savante. Et je termine avec mes trois, en 1 minute, je termine avec mes 3 Robespierre. Oui, c'est d'abord Pierre Michon. Pierre Michon qui a obtenu en 2009 le roman, le grand prix du roman de l'Académie française, pour une chose qui n'est pas un roman, dans aucun sens possible de ce mot. Alors ça prouve que l'Académie a un problème ou que le monde a bien changé. Et ce roman, qui n'est pas un roman, s'intitule Les 11. Les 11 est un peu une unité de Pérec, au fond, c'est la description d'une toile fictive au musée du Louvre réel,
peignant les portraits des 11 membres du comité de salut public réel, Billaud Varenne, Collot d'Herbois, Robespierre, Barrère, etc. Mais cette toile, évidemment, n'existe pas, et elle est peinte par un peintre non moins fictif, dans une intention non moins fictive. Bien. C'est pas par hasard, d'ailleurs, que les deux romans de notre culture française qui racontent la terreur sont les Dieux ont soif d'Anatole France en 1912, dont le héros est un peintre, un disciple de David, et le machin de Michon, qui est aussi un peintre, parce que la question c'est de savoir, est-ce que je peux peindre le réel empirique? Comme je l'avais dit, ou tu l'as rappelé son nom, le dernier roman policier de Fred Vargas, c'est du reste c'est une femme qui s'appelle Femme, porte pour titre Temps glaciaire, et je vous raconte l'intrigue parce que c'est un polar extrêmement baroque, mais en effet, l'action est en Islande et l'incorruptible survit par prête-nom à Reykjavik. Et alors pourquoi pas? La vraie question c'est pourquoi pas. Bien. Et elle explique d'ailleurs pourquoi elle a peint Robespierre, dont elle fait le portrait. Je connais Robespierre depuis l'enfance dans une interview à Marianne. Voilà. Mon père surréaliste me l'a fait connaître dès l'âge de 13 ans. Bon, le journaliste pose des questions romanesques. Vous pointez le charisme de Robespierre, l'incorruptible était-il donc si magnétique? Elle répond, c'est incompréhensible tant le type est falot, maigrichon, froid, sa voix fluette, aigrelette, monocorde, c'est ce que disent tous les mémorialistes de la Convention. Et autrement dit, on est dans le fictif, c'est-à-dire justement dans ce qui caractérise comme Laurel et Hardy la Révolution. Vous avez Danton, force de la nature, Robespierre, tout fluet, on est dans le comique pur, hein, et voilà. Et donc tout le récit porte sur un 3e degré de fictionnalisation de quelque chose où on ne sait plus si on est dans le littéraire ou pas. Donc j'ai essayé de vous dire 3 choses. La première, c'est le roman est une manière de transcender l'oubli, et les sociétés comme les nôtres n'ont jamais autant parlé de devoir de mémoire parce qu'elles n'ont jamais été aussi oublieuses qu'elles sont aujourd'hui. Le fameux devoir de mémoire est contredit par le fait que la plupart des travaux sur les génocides, à part la Shoah, ne se mettent pas d'accord de la part des historiens au million près. Donc, en matière de mémoire, c'est le cas notamment, on l'a vu l'autre jour dans le Christ pour le Rwanda, où les historiens contemporains hésitent entre 50 et 100% de chiffres entre 800 000 et 1 500 000, etc. Donc, la première chose, c'est les sociétés gèrent et la littérature sert à gérer l'oubli. La deuxième, c'est le roman ne peut être étudié qu'à partir du moment où je vois que toutes les catégories qu'on appelle narratologiques, et notamment le typique et le vraisemblable, sont des catégories qui d'abord ont une fonction hors du roman, et puis dans le roman se mettent éventuellement à avoir une fonction ironisée, ironie justement, ironisée ou subversive. Et la troisième, c'est qu'au fond, le roman aurait parcouru, à mon idée, une sorte de longue hyperbole qui va depuis le jour où il a été un pastiche comique de Plutarque, appliquant les procédés littéraires de Plutarque à un Picaro. Vous avez lu Jonathan Wild et les romans de Fielding, n'est-ce pas? Fielding a un seul effet comique, c'est qu'il énonce dans un anglais extrêmement bombastique, extrêmement grandiloquent, l'histoire d'un criminel qui va se faire pendre. Donc ça, c'est en effet un des moments de la littérature. Le roman fonctionne comme ça, jusqu'au jour où, au XXIe siècle, l'espèce de régime instable
qui permettait d'avoir des Madame Bovary, des Manette Salomon et des Julien Sorel cesse de fonctionner et où la frontière qui s'était établie disparaît. Voilà, merci.